Merci Christian. Alors Anne, c'est à vous. J'ai bien les slides. J'ai bien les slides. Et effectivement, Coopérative Carbone, c'est un outil. Exactement. Alors, je vais me permettre de rebondir sur ce que disait Christian. Et puis, comme on peut poser des questions au public et demander de lever la main, je vais le faire aussi. Est-ce que beaucoup d'entre vous pensent que cette problématique du puits de carbone, elle peut être résolue par la diplomatie, comme il a été évoqué en début de semaine par certains discours, et par les COP internationales? Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à s'en sortir avec des accords internationaux? Ceux qui pensent que oui, ça va être la réponse, lève la main. Vous n'êtes pas très nombreux. Et effectivement, si globalement on pense que ça ne va pas être des accords internationaux, que ça ne va pas venir d'en haut, ça veut dire qu'il faut un peu se débrouiller tout seul avec les moyens qu'on peut avoir, avec notre capacité à faire pour essayer de commencer à aborder ce sujet-là. Parce qu'en fait, il a un autre inconvénient, c'est qu'il nous impacte tous, et y compris à l'échelle locale. Si le puits de carbone forestier continue de se décliner, y compris à une échelle locale, c'est au-delà de notre ressource bois dont on a besoin si on veut construire en biosourcé, dont on a besoin pour nos usages de chaleur, pour nos usages divers, en réalité. En fait, c'est quand même la question de que faire avec cette biomasse. Servent aussi à du microclimat, servent aussi à avoir des îlots de fraîcheur quand on a des parcs. Et en fait, ça, c'est clairement un impact purement local. De la même manière, les puits de carbone dans les sols agricoles, c'est un indicateur de vie, comme il a été évoqué. S'il n'y a plus de vie dans les sols, on ne va plus se nourrir du tout. Donc on a quand même besoin collectivement de trouver des réponses, y compris locales, sur ce volet-là, pour répondre à cet enjeu-là. Et donc la coopérative carbone, justement, a été mise en place à cette fin-là, en se disant que espérons toujours, sur les quelques optimistes sur les COP, espérons toujours qu'il y ait quand même des solutions qui soient posées, quel que soit leur niveau, mais n'attendons pas, on est dans une question d'urgence pour agir, et agissons collectivement sur une échelle locale. Et donc, c'est donc une société coopérative d'intérêt collectif qui a été mise en place à l'échelle de La Rochelle, initialement issue de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, pour justement réunir l'ensemble des parties prenantes d'un territoire, des entreprises, des collectivités locales, des citoyens, des universitaires, pour répondre à cette question-là du réchauffement climatique, de l'évolution du climat, mais y compris à notre approche. La meilleure des options est quand même un petit peu moins de 3 degrés de réchauffement dans le monde aujourd'hui. C'est plus de 4 degrés en France, on le sait, c'est le minimum qu'on va avoir si on stoppe. Maintenant, si tous les engagements internationaux sont pris, on sait que c'est quand même, ça reste un scénario optimiste. Et donc, ces 3-4 degrés sous un arbre, on les récupère en tout cas pour survivre à ces périodes de canicule. Donc, on a aussi besoin, il y a des impacts énormes à l'échelle internationale évidemment, des sécheresses et de la génération de migration nécessairement qu'on peut vivre, mais au volet local, on a aussi ce souci. Ça, je vais passer, ça a déjà été abordé. Donc une société coopérative d'intérêt collectif, ça aborde un peu une organisation différente, c'est-à-dire qu'on considère que chacun peut venir entreprendre ensemble pour faire sa part sur cette question du climat, donc avec des entreprises petites et grandes, des universitaires, des citoyens, des collectivités locales, pour que finalement chacun à son échelle puisse permettre d'agir sur ces enjeux-là et sur une entrée locale, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'externalités. Au-delà de compter le carbone et de pouvoir le réduire d'une part, le capter, le séquestrer d'autre part, il y a aussi beaucoup d'enjeux qui nous impactent sur notre quotidien. Et justement, si on se dit on a une problématique sur nos puits de carbone naturels, qui paye en fait finalement on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui puisse accompagner l'agriculteur qui ne peut pas seul porter la finance pour régénérer ces sols alors qu'on en a tous besoin. Et une fois que ces agriculteurs sont accompagnés, va y avoir des externalités positives pour toute l'ère de vie, effectivement, pour pouvoir nourrir, pour pouvoir alimenter les industries locales et pour le bien-être finalement de tout l'entourage. Et donc c'est bien des externalités qui vont bénéficier à tout le territoire. Et donc pour pouvoir engager ces transitions sur ces puits de carbone-là, il faut qu'il y ait évidemment une implication de tout le monde, de toute partie prenante, et d'arrêter de s'attendre finalement que chacun puisse faire sa part.
Donc on a deux grandes missions au sein de la coopérative carbone. La première, c'est évidemment travailler sur le carbone fossile, donc la décarbonation au niveau des différentes organisations. Donc on évalue, on accompagne sur la durée la réduction d'émissions de gaz à effet de serre au sein de chacune des organisations, avec la mise en place de stratégies climat qui sont compatibles avec du zéro émission net. Donc de pouvoir faire les trois quarts du chemin et donc aussi de construire des modèles économiques qui puissent être compatibles avec ça, transformer les modèles économiques. On peut toujours faire des bilans carbone et des plans d'action de réduction d'émissions, mais si ça reste anecdotique ou marginal par rapport au cœur du moteur de son activité économique, finalement, on se fourvoie quand même aussi un peu. Et puis le deuxième pilier, c'est la contribution carbone volontaire qui consiste à pouvoir collectivement régénérer ces puits de carbone naturels qui ont été évoqués, qui est donc le deuxième volet du carbone vivant. Donc, pour rentrer sur ce volet carbone vivant, ça a été aussi évoqué, donc peut-être que c'était dans tes slides d'ailleurs, sur les puits de carbone, aujourd'hui où ils en sont. Alors là, vous voyez finalement ce qui a été évoqué par Christian sur l'état de nos puits de carbone forestiers, qui sont aujourd'hui, dont le puits a été divisé par deux depuis 10 ans, parce qu'on prélève du bois, parce qu'il pousse mal, il pousse moins bien qu'avant, et puis parce qu'il est attaqué aussi par rapport à des calaroses, des maladies dues au réchauffement climatique, aux sécheresses en série. Donc évidemment, on a un petit une problématique sur ce volet-là. Sur la plaine d'Aunis, autour de La Rochelle, notre puits de carbone agricole va très mal aussi, puisque de par l'historique et le culture, aujourd'hui, on déstocke 1,5 tonne équivalent CO2 par hectare par an. Donc on peut quand même se poser des questions sur la pérennité, en tout cas de ces sols-là, dans les décennies à venir. Et donc on a de toute manière une urgence à agir, d'autant plus qu'il y a de l'inertie. Si on veut pouvoir régénérer un sol, planter des forêts, ça va quand même mettre quelques dizaines d'années à pousser et avoir un impact. Donc, n'attendons pas d'avoir fait l'effort de réduction d'émissions pour travailler sur ce deuxième pilier et régénérer nos espaces naturels. Donc au niveau de la coopérative carbone, on travaille sur les puits de carbone naturels, effectivement, ce carbone vivant, donc le carbone vert qui est finalement issu de la photosynthèse, donc les haies, les arbres, les forêts, tout ce qui finalement va pouvoir stocker sur des décennies et avoir toutes les externalités qu'on évoquait. Le carbone marron qui est celui qui est sous nos pieds et qui nous permet de manger, donc qui a aussi quand même une petite utilité, donc capté par les sols. Et puis le carbone bleu qui va finalement réunir le premier dispositif de la photosynthèse et le deuxième qui finalement s'attaque sur la question de la décomposition, de la dégradation dans les sols, finalement sur les milieux humides, qui aujourd'hui aussi pour beaucoup est plutôt source de carbone et qui pourrait être un formidable puits avec évidemment énormément d'impact positif sur le maintien et le redéploiement de la biodiversité et sur les conditions en tout cas d'utilisation de la ressource en eau. La contribution carbone volontaire, peut-être que certains connaissent déjà ce dispositif, ça consiste à acheter des crédits carbone et donc ça permet de financer des projets qui vont justement répondre à ces enjeux-là. Il y a beaucoup d'écueils sur ce dispositif, notamment sur les questions internationales, puisqu'il y a eu quand même des biais d'utilisation. Le fait de l'aborder sur une échelle locale, ça permet quand même d'être beaucoup plus sécurisé sur l'utilité de ce qu'on fait, sur voir en tout cas l'approche et le résultat de ce qu'on met en place, et surtout sur l'ensemble des externalités sociales, économiques, environnementales dont on a besoin pour vivre sur nos territoires. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on ait des centaines de citoyens, d'entreprises qui contribuent à la régénération de nos puits de carbone naturels a un impact positif pour notre adaptation sur les degrés que l'on est en train de prendre avec en plus une accélération de cette augmentation de température. Donc quelques exemples sur ce qu'on met en place, donc sur initialement La Rochelle, mais maintenant plutôt à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. C'est des choses finalement très simples, d'un point de vue technologique. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment inventé grand-chose, parce que finalement les solutions, on les connaît. C'est plutôt la question de l'organisation à mettre en place qui finalement pose question, le fait que tout le monde s'attende, alors que voilà, planter des haies, c'est pas forcément très compliqué tant qu'on s'assure qu'on plante les bonnes essences avec de la diversité et qu'on les entretient. Planter des vergers, c'est pareil, ça permet aussi évidemment, en s'adaptant à ce qui va être cohérent avec le climat à venir, c'est-à-dire que
A priori, on ne peut plus trop planter de pommiers par chez nous, hein, donc on est plutôt sur des oliviers. Voilà. Mais en tout cas, s'attaquer à ces bonnes essences. Les boisements également, hein, essayer d'arrêter de planter des champs d'allumettes qui crament et qui font que effectivement on relargue tout le CO2 et on met quand même en péril l'ensemble des habitats et du voisinage. Donc vraiment avoir des plantations variées avec de la biodiversité, avec donc des feuillus notamment, hein, mais aussi planter dans des milieux urbains. Puisqu'on a besoin d'îlots de fraîcheur dans toutes les communes, hein, finalement on a beaucoup bétonné et donc aujourd'hui on a besoin d'essayer de faire en sorte que ce soit adaptable. Restauration de zones humides et puis le stockage carbone dans les sols agricoles, comme je l'ai évoqué. Alors, quelques impacts, hein, au-delà de cette question carbone, comme je l'ai dit, effectivement, ça a aussi le fait de pouvoir planter des haies, des arbres, ça permet aussi de pouvoir retenir l'eau. Hein, on a vu qu'il y a quand même pas mal de soucis. Enfin, plus on gagne de la température dans l'atmosphère, plus on va accumuler l'eau aussi, et donc plus nos pluies seront abondantes, et donc sur des sols goudronnés, ça quand même, elles vont arriver d'autant plus vite à l'océan. Donc, on a besoin de retenir, de pouvoir infiltrer l'eau au maximum, parce que nos sols en ont besoin. Et en fait, toutes ces actions-là, mises ensemble, mises en œuvre à l'échelle d'un territoire, ça permet d'être en mesure de mieux infiltrer l'eau, de mieux le capter, de capter aussi une partie des polluants, de régénérer globalement notre écosystème, et puis de lutter contre l'érosion. Ça permet aussi de développer des activités sociales et économiques locales, puisque finalement, on a besoin de mettre en place ces pratiques, de redévelopper ces compétences-là, et donc aussi de recréer du maillage social autour de ces actions. À titre d'exemple, un projet citoyen porté par des sociétaires bénévoles de la coopérative Carbone, où ils se sont dit, sur l'agglo de La Rochelle, on a un petit souci, c'est que globalement, les îlots de fraîcheur liés aux arbres, on n'en a quand même pas beaucoup, à part dans le centre-ville de La Rochelle un petit peu, mais c'est l'agglomération qui était quand même un peu la deuxième en partant de la fin, hein, sur le patrimoine arboré. Et donc ils se sont dit on va aller planter partout où on peut, grâce à la volonté des communes volontaires, dont les communes de Dompierre-sur-Mer, le maire ici présent a été la première commune à s'engager sur ces démarches-là, grâce à la motivation de ces citoyens qui se sont engagés personnellement pour aller discuter avec les communes, pour pouvoir concevoir le projet, pour planter, pour désherber ensuite, pour entretenir tout ça. Hein. Et grâce à la contribution des entreprises, eh bien, finalement, on a pu mettre en place un certain nombre de micro-forêts depuis 2022. Donc aujourd'hui, on a sur ce projet-là pu planter 25 000 arbres sur l'agglomération de La Rochelle, parce que toutes les parties prenantes concernées se sont mobilisées pour répondre à cette question-là. Donc là, vous avez des photos des différents chantiers, avec évidemment une éco-conception qui a été faite dans le projet. On récupère les poches d'huîtres usagées avec une association Écomère et réemployée via une entreprise d'insertion. On intègre tous les experts arbres qui permettent de bien définir la diversité des essences pour que aussi il n'y ait pas besoin d'eau sur finalement la croissance de ces arbres-là et les habitants, évidemment, pour qu'ils soient impliqués. Ils viennent planter à chaque chantier de plantation et aujourd'hui, là, on en a eu 4 communes sur la plantation de l'hiver dernier. Et en plus, ça a le mérite d'avoir une petite externalité positive qui est un peu la lutte contre l'éco-anxiété. Quand on vient faire quelque chose de positif sur lequel finalement chacun un peu fait sa part, financièrement, humainement, globalement, c'est quand même des actions de non-regret. Deuxième exemple, qui est le volet agricole. On a une quinzaine d'agriculteurs qui sont engagés sur le département de la Charente-Maritime pour essayer de montrer l'exemple sur justement régénérer les sols agricoles. Et donc, c'est un groupe pilote qui aujourd'hui fait beaucoup de cultures de maïs dédiées à l'export avec des sols qui s'épuisent et donc qui mettent en place sur 2300 hectares des actions de régénération des sols, c'est-à-dire faire en sorte de changer la rotation des cultures, de pouvoir remettre du couvert, de faire finalement tout ce qui va permettre de laisser de la biomasse au sol, de le couvrir, arrêter de le laisser à nu pour justement réduire
ce déstockage aujourd'hui de carbone qui nous amène et qui en fait met évidemment en péril les activités à moyen terme. D'être focalisé sur la question du rendement court terme, c'est effectivement leur contrainte économique, mais qui obère en tout cas toute notre capacité à nous nourrir demain. Donc, ces agriculteurs, aujourd'hui, évidemment, ils ont besoin d'être en collectif, d'être ensemble. Ce n'est pas uniquement de leur seule responsabilité. Ils ont besoin aussi d'être formés. Et donc, il y a un ingénieur agronome qui est financé pour les accompagner chaque année pour voir aussi en fonction des aléas ce qui peut être mis en place. C'est parce qu'on est aussi sur des questions d'adaptation. Et puis, grâce aux entreprises qui s'investissent sur ces sujets-là, eh bien, ça permet d'engager leur transition. Et donc évidemment avec un impact carbone, mais pas que, comme je l'ai déjà évoqué. Donc évidemment, ça nous permettra d'adapter le territoire, de travailler sur ces questions de qualité de l'air, qualité de l'eau, qui sont quand même une grosse problématique locale aussi, de maintenir la production alimentaire, de limiter l'érosion des sols, et puis d'être aussi sur des enjeux de biodiversité derrière. Je vais passer ça. Donc un petit exemple pour illustrer ce que ça veut dire d'un point de vue coût. Là, c'est une exploitation finalement pour engager tous ces changements, c'est-à-dire réduire aussi réduire ses émissions sur son exploitation et séquestrer davantage. Eh bien finalement, ça nécessite pour gagner 1000 tonnes, ça nécessite des moyens financiers. Et ça, c'est parce qu'il y a des entreprises qui agissent sur leur part, en fait, pas forcément financer tout un projet, mais participer collectivement au financement des projets, qu'elles permettent finalement qu'on ait effectivement des résultats derrière. Voilà, donc illustration de ce que ça donne et de l'objectif par rapport notamment au couvert, ce qui change des pratiques, ce qui nécessite plus de temps, plus de travail, mais dont on a finalement tous besoin et pas que l'exploitant agricole. Voilà, donc en conclusion, nous, ça fait 5 ans qu'on existe. On a un peu moins d'une centaine de sociétaires aujourd'hui, donc avec un format d'intérêt collectif, c'est-à-dire lucrativité limitée. On doit être viable, mais l'objectif, c'est que les résultats servent à faire des réserves pour financer ces projets-là. Donc, en tant que structure de l'économie sociale et solidaire, on garantit finalement une vocation collective sur la réduction de notre impact sur le climat et bien finalement tout le monde peut s'impliquer. On l'a vu, aujourd'hui il y a des résultats. En global, on a 10 000 hectares sur l'ensemble des projets qui sont engagés sur la transition. On a planté 60 000 arbres et finalement tout le monde a de la satisfaction d'avoir fait un peu sa part du gâteau sans attendre, et en tout cas sans projeter à demain, de se dire peut-être quand j'aurai réduit mes émissions au sein de mon entreprise de 10% d'ici 2040, je ferai quelque chose pour conserver mon territoire. On voit bien qu'en tout cas, on peut le faire maintenant grâce à des systèmes comme ça. Merci beaucoup, Anne Rostand. Merci. Alors, j'avais une question pour vous et Christian. Quels sont les principaux freins, finalement, que vous avez eus pour la mise en place des différentes actions ? On a entendu, c'est ce que vous évoquiez, finalement, il y a un investissement à mettre ailleurs, on le voit. Est-ce qu'il y a eu d'autres freins que l'investissement financier ? Alors, pour nous, il y a eu l'organisation initiale, c'est-à-dire d'avoir une structure qui reste agile, sur laquelle tout le monde peut participer. Donc avec, finalement, tout le monde est d'accord sur le principe. Je pense qu'on partage tout le constat qu'il faut agir sur le climat. Quand il s'agit de le traduire en investissement, en engagement moyen et financier, ça nécessite de discuter. Donc on a pris ce temps-là au démarrage pour mettre en place la gouvernance, pour être sûr qu'on n'allait pas refaire une usine à gaz, justement. Et donc que tout le monde puisse parler d'une même voix entre les banques, les entreprises, les institutionnels, de manière à ne pas se retrouver finalement sur quelque chose qui a un intérêt sur le principe, mais dont on n'arrive pas à avancer. Donc on a eu besoin, en tout cas, de vraiment prendre ce temps d'organisation au démarrage, mais globalement qui s'est fait avec la volonté, avec l'engagement de toutes ces parties prenantes initiales, donc qui a bien fonctionné. Donc du temps, voilà. Beaucoup communiqué ? Beaucoup de discussions finalement pour être sûr que malgré l'objectif commun, on le traduise, chacun ses mots et chacun ses objectifs derrière. Une entreprise va toujours dire oui, bien sûr, je suis tout à fait volontaire pour m'engager sur ces questions-là, mais je vais d'abord optimiser mon résultat, mais je vais d'abord regarder mon plan de charge de cette année, et donc la capacité à se dire je peux procrastiner aussi. Et quelque part, c'est un peu notre verrou aujourd'hui, c'est que on est dans un contexte difficile pour beaucoup d'activités économiques. Mais il faut quand même que les entreprises arrivent à se projeter sur, de toute manière, la situation n'est pas durable, et donc peut-être ça peut repartir, mais ça ne sera pas durable néanmoins, et de pouvoir agir et faire sa part, parce qu'on en a tous besoin et qu'on a aussi des salariés, etc. Et donc de pouvoir continuer d'engager de nouveaux projets sur ces sujets.